Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Gilles de Kerchove, le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme. Gilles de Kerchove en duplex de Bruxelles. Messieurs, c'est à vous. Les Européens découvrent en effet que l'Europe a un coordinateur dans la lutte anti-européenne. Et c'est vous, Gilles de Kerchove, bonjour. Bonjour. Toute l'Europe est en ce moment la cible de la stratégie des djihadistes. Qu'est-ce qui vous a fait dire tout récemment qu'on n'empêchera pas bientôt de nouveaux attentats ? Alors, c'est dû au fait que la menace est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était au lendemain du 11 septembre, puisqu'on a des sources très diverses. On a effectivement des Européens qui ne voyagent pas nécessairement et ne sont pas nécessairement en lien avec des organisations terroristes, mais qui se radicalisent en interaction avec des prêcheurs de la haine ou en prison, comme on l'a vu. On a une deuxième catégorie qui est peut-être assez nouvelle, c'est ces combattants étrangers, ces jeunes Européens, plus de 3000 qui sont partis en Syrie et en Irak pour rejoindre Daesh et Jabhat al-Nusra. Et puis, c'est un point qu'on n'a peut-être pas assez regardé, une compétition féroce entre Al-Qaïda et Daesh pour le leadership du djihad global. Et dans quel pays la menace serait imminente selon vous, Gilles de Kerchove ? Je ne peux pas le dire de cette manière-là, mais nous savons qu'il y a à peu près 12 pays, et c'est d'ailleurs ceux qui se sont réunis sous la présidence de M. Cazeneuve à Paris, 12 pays qui sont plus confrontés que les 28, certainement. À Dresde, ce soir, les anti-islamistes vont peut-être tenir leur marche hebdomadaire, bien que la police les en ait dissuadés à cause du risque d'attentats islamistes. Est-ce qu'on sent bien que la menace est en train d'augmenter partout, les peurs et en même temps les colères ? En effet, il y a à la fois un mouvement qui est très préoccupant, je dirais, de l'extrême droite anti-musulman, anti-islam, et ça crée des tensions, donc c'est mauvais pour la cohésion dans nos sociétés. Et puis on voit bien dans le monde musulman des réactions à la publication de Charlie Hebdo, qui là aussi est préoccupante, parce qu'elle montre une certaine radicalisation, là aussi, due sans doute à un islam de plus en plus conservateur. L'islamisation et l'islamophobie se rejoignent ou marchent ensemble. Aujourd'hui, à Bruxelles, Gilles de Kerchove, les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, dont Laurent Fabius, vont se réunir avant le sommet du 12 février. Il y a urgence. Qu'est-ce que vous préconisez, puisque vous préparez cette rencontre vous-même ? Alors, les ministres de l'Intérieur sont les premiers responsables de cette question, mais les ministres des Affaires étrangères ont un rôle important à jouer. Parce que si on prend les trois catégories que j'ai évoquées il y a un instant, elles ont toutes un lien externe. Il y a à la fois, effectivement, les conflits, et la première responsabilité des ministres des Affaires étrangères, c'est de tout faire pour essayer de résoudre ces conflits. Il y a ensuite des organisations qui ont une communication très sophistiquée. On sait combien la branche médiatique de Daesh est performante. Et comment on lui répond alors ? On peut notamment nous-mêmes être plus performants dans notre communication. C'est une des propositions que je fais, c'est d'essayer d'améliorer notre communication dans le monde musulman, mais aussi de les aider eux-mêmes à contrecarrer cette espèce de détournement de l'islam à des fins criminelles. Et puis il y a des choses aussi, des relations politiques, des engagements à faire avec des pays clés. Il est clair que la Turquie est un pays clé dans cette affaire, l'Égypte aussi, et le Golfe. Et donc je pense que nous impliquer aussi beaucoup plus sur le pourtour de la Méditerranée. Ça fait des années que je visite ces pays. Ils expriment un besoin d'Europe. Ils souhaitent développer leur partenariat dans la lutte contre le terrorisme. Si vous prenez un pays comme la Tunisie, ce pays a plus de 3000 citoyens actuellement qui se battent en Syrie. Et pour de bonnes raisons, il a un peu affaibli son service de renseignement parce que c'était le bras de la répression sous Ben Ali. Et donc, je dirais d'une certaine manière, la Tunisie est moins bien préparée que sous Ben Ali, c'est un paradoxe, à digérer le retour de ces moudjahidines. Mais d'après Berlin, par exemple, il y a 600 Allemands aussi qui ont pris le chemin du djihad. Quelques centaines de Français, vous l'avez dit, combattent en Irak et en Syrie. Ces pays veulent interdire le retour des djihadistes. Ils le peuvent ? Interdire le retour d'un ressortissant, d'un citoyen, me paraît difficile juridiquement. Ce qu'il faut plutôt, c'est ce que cherche à faire la Belgique, c'est qu'il faut, lorsqu'ils reviennent, apprécier la dangerosité de chaque personne. Et toutes ne doivent évidemment pas, et j'ai envoyé ce message de manière très forte au ministre de la Justice, être envoyé en prison, ce serait à mon avis une grave erreur. On sait combien la prison est un incubateur de radicalisation. Il faut envoyer ceux qui ont du sang sur les mains, où on a les preuves qu'ils ont été associés à du terrorisme. Les autres, il faudrait peut-être plutôt les mettre dans des processus de désengagement. C'est-à-dire qu'il faut être, et je pense que vous y êtes favorable, être beaucoup plus dur au contrôle systématique des entrées et des sorties des citoyens de l'Union européenne aux frontières
extérieure. Oui, pardon. C'est une des questions, je pense, que les chefs d'État et de gouvernement vont discuter. Schengen est un processus d'affinement permanent. On n'a pas terminé la détermination de ce qu'on appelle les mesures compensatoires. Et donc, il faut effectivement être plus systématique, plus effectif aux frontières extérieures. Et 80% des Français sondés hier réclament la déchéance de nationalité pour les binationaux. C'est une solution ? Bon, il y a des avis différents sur cette question. Quel est le vôtre ? Je ne crois pas que c'est la solution. Je pense que ça peut être. Je comprends la logique, mais d'une certaine manière, vous renvoyez une personne vers un autre pays, le pays de son autre nationalité, et souvent des personnes qui n'ont pas vécu dans ces pays. Donc je ne sais pas si c'est la réponse la plus adaptée. Mais il va y avoir un moment de discussion cet après-midi. Est-ce qu'il doit y avoir une action de toute l'Europe, enfin, j'ai envie de dire enfin, pour mieux contrôler Internet et les réseaux sociaux ? En effet, c'est un des points centraux. Il est très important parce que ce sont des géants économiques et donc il faut au moins, je dirais, le poids de l'Europe pour engager une discussion sérieuse avec les grands joueurs d'Internet, à la fois pour retirer d'Internet les contenus illégaux. Et on peut s'inspirer de l'expérience britannique qui est très efficace. Mais il y a aussi ce dont on a évoqué il y a un instant, c'est d'essayer d'être proactif, d'utiliser Internet pour contrecarrer le discours d'Al-Qaïda et de Daesh. Oui, mais pour cela, il faut qu'on se mette tous d'accord. En effet, mais je pense qu'il y a un consensus fort des ministres de l'Intérieur de prévoir des protocoles pour enlever d'Internet très rapidement, le plus rapidement possible. Gilles de Kerchove, la France aura en septembre un registre unique des passagers d'avion. Depuis bientôt 3 ans, la Commission et le Parlement européen bloquent ce dispositif qui est devenu indispensable. Est-ce qu'il faut le décider ? Est-ce qu'il faut le voter ? Est-ce qu'il faut pousser pour qu'on y arrive ? C'est indispensable. Je suis assez optimiste. Je pense que les sensibilités évoluent au Parlement européen. Je crois que c'est indispensable parce que c'est un des rares, sinon le seul mécanisme qui permet de détecter les mouvements suspects de personnes qu'on n'a pas pu identifier par le renseignement sur le terrain. L'AFP va fêter aujourd'hui 70 ans en présence de François Hollande qui obtient au passage, et on l'a dit tout à l'heure avec Thomas, un bond historique de popularité de 21 points. Son Premier ministre, 17 points. C'est bon d'être bon. À l'AFP, vous avez dit que les prisons, et vous venez de me répéter, un incubateur de radicalisation massive. Pour l'éviter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut regrouper les djihadistes détenus ? Oui, je trouve que les réponses que le Premier ministre Valls a annoncées sont les bonnes. C'est-à-dire qu'il ne faut certainement pas laisser les djihadistes, les vétérans, ceux qui reviennent d'Irak et de Syrie en contact avec des délinquants de droit commun. On a vu avec tant Merah que Nemouche, que Koulibaly, que ça conduit à la radicalisation. Je pense qu'il faut aussi, comme je viens de le dire, développer des programmes de désengagement, de réhabilitation, de déradicalisation. Et puis, mais comment on fait pour déradicaliser des gens convaincus ? Il y a une expérience intéressante que j'ai notée en France qui est de faire appel à des salafistes quiétistes pour essayer de déconstruire la rhétorique des salafistes djihadistes, c'est-à-dire violents. C'est aussi de l'accompagnement psychologique, c'est d'aider la personne à retrouver un sens dans l'existence et un rôle dans la société. Si on veut comprendre les mécanismes des prisons, je crois qu'il suffit de revoir le film de Jacques Audiard qui s'appelle Le Prophète et surtout de lire le livre effrayant du sociologue Farhad Khoros-Khavar qui s'appelle La radicalisation et qui est très intéressante. Je voudrais vous poser une question sur Boko Haram qui a agressé 2 villages du Nord Cameroun. Ils ont tué plusieurs personnes, enlevé une centaine de femmes et d'enfants, encore des femmes et des enfants. Qui réagit ? Comment réagir ? Est-ce que cet après-midi, les ministres des Affaires étrangères vont enfin en parler ? On en parle et nous sommes déjà engagés avec le Nigeria. Je m'y suis rendu moi plusieurs fois. Il faut les aider à d'abord avoir une approche plus fine. Il faut dire que l'armée du Nigeria est une armée extrêmement brutale et qu'elle contribue elle-même à radicaliser. Il y a aussi un contexte politique. Et puis il faut, aujourd'hui, la situation étant tellement aiguë, il faut apporter des grands moyens. Je pense qu'aux Nations Unies... C'est quoi les grands moyens si on sort de la diplomatie, etc. C'est quoi les grands moyens? Pour le moment, c'est une réponse internationale de type militaire, comme on l'a fait en Somalie, où vous avez avec la MISOM une force de l'Union africaine qui est autorisée par les Nations Unies et auquel on pourrait apporter des soutiens financiers. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut mobiliser les voisins, mais il y a un manque de confiance entre le Cameroun, le Tchad, le Niger. Et je pense que c'est dans ces directions, plus une aide ponctuelle sur le terrorisme, apprendre au Nigeria à traiter ça de manière plus fine. Merci, monsieur de Kerchove. Merci Gilles de Kerchove en duplex de Bruxelles. Ce matin, demain matin à 8h20, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera votre invité, Jean-Pierre, pour l'interview politique. À demain.